Bonjour à tous, en ce milieu d'après-midi d'un dimanche. Alors, je voulais passer une petite vidéo tranquille, cool, pour ceux qui aiment les avions, hein, ceux qui sont intéressés et passionnés par l'aviation, un peu comme moi. Je suis tombé petit dans l'aviation, j'ai toujours aimé les avions. Quand j'étais petit, je commençais déjà à faire des maquettes, hein. À l'âge de 7-8 ans, je commençais à monter des maquettes d'avions. Et j'ai toujours été notamment passionné par les avions de la Deuxième Guerre mondiale, la première, mais aussi de notre époque contemporaine. Et là, j'aimerais vous montrer une vidéo de l'exercice d'un pilote en temps réel de ce qui se passe notamment dans un Gripen. Un Gripen est un avion suédois qui vient de la société Saab. Vous connaissez certainement Saab, hein, les voitures Saab, hein, très connues, des voitures très fiables, qui est donc un modèle suédois. Donc c'est un avion créé par tout simplement la force militaire suédoise, un avion extrêmement moderne. Je pense que même c'est presque un des meilleurs avions, je trouve. Alors évidemment, il y a le Rafale, il y a le F-35, vous avez le F-18, vous avez le F-16, vous avez le F-15, chez les Américains par exemple, le F-22 Raptor, vous en avez plein un peu partout, vous avez chez les Russes, où on va retrouver tous les MiG-29, les MiG-33, les MiG-35, on va retrouver aussi les Sukhoi, le Sukhoi Su-35, le Su-37, etc. Donc je connais un petit peu tout ça parce que ça m'a toujours passionné. Comment fonctionne un avion, c'est extraordinaire, enfin c'est une technologie incroyable, une technologie de pointe qui coûte extrêmement cher, hein, qui n'est pas donnée. Tous les systèmes, par exemple, de radiophonie, les systèmes de radome, par exemple, les radars qui sont devant le nez de l'avion. Et là, donc, c'est une démonstration d'un pilote en temps réel, et vous allez voir ce que subit. Je vais vous le commenter un petit peu. Je ne suis pas pilote, hein, attention, que les choses soient bien dites entre nous. Simplement mon ressenti, comme le vôtre, sur l'expérience que va traverser ce pilote. Ça dure à peu près 8 minutes. Et vous allez voir le nombre d'accélérations qu'il subit lors d'une démonstration aérienne, on va dire un espèce de meeting aérien, un peu comme au Bourget, hein, quand vous avez des meetings un peu partout dans le monde. Et là, on voit la réalité et vous allez voir sa réalité en temps réel du pilote. C'est parti, bon visionnage. Alors ici, je rappelle, vous avez donc trois phases. Vous avez une vidéo vue de face, on voit l'avion qui est ici qui va décoller, et vous avez l'accéléromètre, hein, qui va appeler les jets, d'accord. Donc là, on est à un jet, le poids de son corps, une fois le poids de son corps. Et regardez bien les accélérations. Jet négatif. Là, il est déjà à 2 fois le poids de son corps quasiment, hein. Écoutez comme il respire, vous allez voir. Et c'est pas fini, hein. Là, il monte. Il fait ce qu'on appelle une chandelle. Il monte, il monte. Une vrille. Les tonneaux, etc. Après, eux, les pilotes connaissent un peu mieux que moi tout ça. 3 jets. Ce n'est pas un amusement, hein. Il souffre, hein, je peux vous le dire. L'accélération est énorme. Moins 1, c'est-à-dire il fait moins 1 fois le poids de son corps. Ça s'appelle des jets négatifs. Voilà, hop, il revient. 9 jets, 9 jets, 9 fois le poids de son corps, 9 fois. Écoutez-le, écoutez-le comme il respire. Comment il souffre. Là, il reste longtemps à 9 jets. Ah, il reste très longtemps. Là, il est en plein virage. Hop, il revient à 1 jet. Vous êtes à 9 jets, quelques secondes après, vous revenez à 1 jet. Donc un pilote qui fait 80 kg, quand il a 9 jets, 8 x 9, 72, il fait 720 kg en quelques secondes. Donc imaginez le poids de votre bras pour bouger le manche du chasseur. C'est très démonstratif ça, j'ai beaucoup aimé cette vidéo justement, je vais vous la montrer. Vous avez des systèmes d'alarme, hein, qui se mettent en route, hein, pour lui dire attention. Vous voyez, on est dans le rouge là. Vous entendez?
Il souffre, je peux vous dire qu'il souffre. Et c'est un pilote chevronné, hein. C'est pas un amateur. Hein. Regardez la vitesse de rotation. C'est phénoménal. 9G, 9G. Accéléromètre, écoutez-le, 9G. 9, hop, il revient, moins 1. Il passe de 9 à moins 1. C'est un truc de fou. C'est hallucinant. Vous avez vu l'intérieur du cockpit avec 3 écrans digitaux, ça c'est très intéressant, hein, affichage temps réel satellite. Il est multi-rôle, c'est-à-dire qu'il a plusieurs positions radar. Il peut faire simultanément des attaques, ce qu'on appelle les attaques air-air ou air-ground. Il peut attaquer autant des cibles dans l'air que sur la terre en même temps, avec des missiles et des bombes, téléguidés laser ou autres. On va laisser finir tranquillement. Là, il vole en TBA, très basse altitude, et on appelle ça la vitesse la plus petite. Vous voyez, donc il cabre son avion pour le maintenir. Donc, vous avez toutes les fluctuations d'air. Enfin, ça, c'est des fumigènes pour la démonstration. C'est un monoréacteur d'une poussée, je crois, de 10 tonnes, je crois. Il a une poussée cet avion-là. C'est énorme pour un petit avion comme ça. Il fait que 3,80 m d'envergure. Il n'est pas très grand, le Gripen. Mais c'est un avion redoutable. Oh là là. Vous voyez, là, il est en jet négatif, moins 1. Mais on pourrait aller encore plus bas dans les jets négatifs. Alors, alerte, alerte, attention, il y a le sol. Il y a le timètre là en train de lui dire attention. 4G. Moins 3 en jet négatif. Oui, il y a des jets négatifs, il n'y a pas que des jets positifs. Il reprend 8 G. Vous voyez, tout ça parce qu'il fait un virage. Regardez donc la deuxième vidéo. Oh là là. Oh là là là. Je vous donnerai les commentaires après. Alors on a du blanc, du rouge et du noir, hein, c'est peut-être satanique. C'est rigolo d'ailleurs, ouais, c'est marrant. Mais bon, il y a du vert, hein, ça va, il y a du vert et du jaune. Ah bon, 9G. Et il reste longtemps à 9G en plus. Hein. 9 unités si vous préférez. C'est l'accélération hein, par rapport au poids de votre corps et à la pression atmosphérique. Donc vous pouvez comprendre que quand il faut être pilote, il faut avoir une forme de toute épreuve, hein, aussi bien psychologique que physique. Alors vous avez 3 voiles chez les pilotes qu'on appelle le voile noir, le voile blanc et le voile gris. Le plus mauvais c'est le voile gris. Le voile noir, vous allez être coupé de votre cerveau pendant quelques secondes, mais le voile gris c'est compliqué. Là il va atterrir je crois, ouais, c'est la fin. Voilà, il atterrit tranquillement et il s'arrête très vite le Gripen, hein. Il est très bien cet avion. Très moderne. Hein. Une très belle réussite. Hein. Ça souffle, hein. Ça souffle. Vous croyez que c'est une promenade de santé? Non. Je peux vous dire que non, ce n'est pas une promenade de santé. Je vais essayer de vous le montrer sur Wikipédia. On va essayer de chercher le Gripen sur Wikipédia après. Voilà. Bravo à lui. Pilote chevronné. Vous savez que quand j'étais petit, j'ai commencé à monter des maquettes à l'âge de 7-8 ans, hein, des maquettes d'avions, donc
de la Deuxième Guerre mondiale, et puis après des avions de chasse comme le F-16, le F-15, le Eagle F-15. D'ailleurs, Tom Cruise qui doit sortir, je crois, la fin de l'année, il me semble. Très intéressant. Vous voyez, hop, il se met en Go-Ray. Voilà. Saab. Saab Technologies. On regardera ensuite, on va regarder d'ailleurs tout de suite, comme ça sera beaucoup plus rapide. En petite recherche sur Wikipédia sur le Gripen. Il y a eu plusieurs modèles de Gripen. Bon, on aurait pu prendre un autre avion, bien sûr, le Rafale par exemple. Le Gripen, si on regarde dans Wikipédia, voilà, vous l'avez, le JAS 39. Voilà donc à quoi il est, voilà à quoi il ressemble, un petit peu trop. Hop, un petit coup de F11, comme ça on est en pleine page, c'est superbe. Et voilà donc le JAS 39 Gripen, qu'on appelle aussi le Griffon, est un avion donc multirôle. Il a plusieurs rôles en même temps. Il est de 4e génération, développé par la Suède dans les années 1980. Il faut savoir que le programme d'un avion, c'est 30 ans. C'est 20 à 30 ans, c'est très très long. Mis en service en 1996. Vous voyez, ça a commencé seulement dans les années 85. Et 16 ans après seulement, il a été mis en service dans la force donc aérienne suédoise, parce que vous avez plein de tests, de protocoles, ça ne se passe pas comme ça. Il a donc été exporté en Hongrie, République tchèque, en Afrique du Sud, en Thaïlande, au Brésil, avec 306 exemplaires commandés au total en 204 pour la Suède. L'utilisation importante de composants étrangers en font un appareil dont l'exploration est soumise à l'accord donc des gouvernements américains et britanniques. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah voilà, on a toutes les descriptifs, on a la fiche, sa fiche d'identité à l'avion, tout simplement. L'équipage, un C, E, vous avez les modèles C, les modèles E, les modèles D et F, ou D2, donc je crois qu'il y a biplace et monoplace dans le Gripen. C'est un moteur Volvo, donc Aero RM12, de General Electric, F414G, nombre 1, il y a donc un turboréacteur. Donc il est à 50,4 kN avec poussée. Donc post-combustion, il est à 80,5. Vous voyez. Donc alors il faudra regarder, ça correspond, je ne sais plus à combien de tonnes exactement. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant. Je vous avais dit, une envergure de 8,3 m, c'est 8,4 m précisément, 8,6 m, oui. Longueur 14 mètres, hauteur il fait 4,5 m, je pense au niveau de l'empennage à l'arrière. La surface, elle représente 25,54 m², ce qui n'est pas rien. Il fait avis d'une masse de 6,6 000 kg, c'est-à-dire 6,6 tonnes. Oh, c'est un chiffre bizarre. Gripen E, je plaisante. 6 990 kg. Le carburant, il peut emporter jusqu'à plus de 3 tonnes de carburant, ce qui est énorme, 3,4 tonnes précisément. Armement, il a 8 720 kg de bombes, j'imagine, dans l'armement. Maximum de charge, il peut monter jusqu'à 13 tonnes, 13 971 kg. Vitesse, il peut atteindre Mach 1,1, c'est-à-dire à peu près 2500 km/h. Mais on ne parle pas en km/h, normalement, on parle en miles en général quand on pratique l'air. Mais voilà quoi. Donc en vérité, il peut aller plus vite que ça. C'est pas j'ai vu 2500, voilà, 2000. Vitesse maximum 2125, mais j'ai même vu 2400, je ne sais pas pourquoi, dans une autre vidéo. Bon, là, est-ce que la personne s'est trompée dans les chiffres? C'est possible. Son plafond est de 15 000 mètres, ce qui est quand même pas rien pour un avion. Alors évidemment, il ne bat pas, par exemple, les MiG, qui peuvent monter jusqu'à 29 km d'altitude, les MiG, le MiG-29 entre autres. Le rayon d'action est de 800 km, donc après il y a un ravitaillement en vol en général. Voilà. Facteur de charge, c'est ce qu'on l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, 9G, c'était bien les facteurs de charge. On peut regarder ce que c'est qu'un facteur de charge d'ailleurs. Il a un canon de 27 mm. Oui, ça fait un petit peu mal. Externe 4200 km, etc. Kilogrammes, pardon. 6 pylônes, il y a des pylônes en dessous qui permettent de mettre des missiles, etc. Donc oui, tout ça, bien sûr, je sais, ce sont des avions de guerre. C'est pas une gloire de s'en vanter, mais voilà, c'est pour dire ce qu'ont les armées, par exemple, comme la Suède. Donc on ne va pas relire toute l'histoire, le logo, vous regarderez sur Wikipédia, vous ferez des recherches, la polyvalence, le prix, l'envergure, etc., la réduction du bruit au décollage, bon, voilà, il y a plein de choses à lire. Par contre, je voulais regarder une petite chose, alors Gripen NG, nouvelle génération, je pense. Voilà, vous voyez, il ressemble à ça en fait. On l'a aussi sur le dessin ici. On l'a vu. Voilà. Il a une jolie forme. J'aime bien sa forme. Avec les ailes canards. Ça s'appelle des ailes canards. Ce sont des ailes qui vont permettre la stabilisation
du fuselage en particulier, et ça permet aussi de faire un aérofrein, c'est-à-dire que généralement, quand l'avion va atterrir, il va mettre ses ailes canards à l'envers, ce qui fait que ça va le freiner. C'est comme un aérofrein, on appelle ça un aérofrein, et il y a aussi des parachutes, hein, quelquefois, mais là, c'est pas le cas pour cet avion, je crois, ou juste ici, peut-être la tubule. Mais j'en suis pas sûr. Donc il a plutôt, je crois, un système aérofrein grâce à ses ailes canards. Et évidemment, il inverse la poussée, il faut le savoir, et puis il met ses ailes canards. Donc c'est pour ça, vous avez vu, il s'arrête très vite. Hein. C'est assez surprenant d'ailleurs. C'est un avion qui a très peu besoin de distance pour décoller. Hein. C'est un avion léger. Hein. Franchement, poids vide, c'est pas 6,6 tonnes, c'est rien du tout. Hein. Il y a des avions, vous prenez les Sukhoi, ils font je sais plus combien de tonnes. C'est hallucinant, quoi. Puis ce sont des biréacteurs, hein, c'est autre chose. Ça consomme beaucoup plus. Par contre, ils ont des rayons d'action beaucoup plus loin que le Gripen, du coup. Donc, parce qu'il n'a que 800 km. Donc, les forces négatives, hein, des jets. Alors, le facteur de charge, qu'est-ce que c'est qu'un facteur de charge? Bon, on en parlait, j'aurais même pas dû cliquer, ça ne servait à rien. C'est le N rapport, hein, donc avec la flèche vectorielle, N rapport, vous voyez, entre le poids apparent, vous voyez, le poids tel qu'il est ressenti, et qui est donc fonction à la fois de la gravité, vous voyez, donc la gravité terrestre, et des forces d'inertie du porteur. Et le poids réel, créé par la gravité. C'est un vecteur, vous voyez, on parle de vecteur dont les composantes sont des nombres sans dimension, donc sans unité. Mais généralement, on dit qu'elle exprime en G, vous voyez. Souvent, lorsque l'on parle de facteur de charge, on ne considère que sa composante verticale. Voilà. Accélération, masse, bon pour ceux qui sont férus de mathématiques, hein, la masse, l'accélération, le poids, voilà. Et on a donc la formule hein, mathématique hein, qui permet d'expliquer comment on retrouve justement la masse par rapport à l'accélération, le poids. Voilà, c'est un peu comme la loi d'Ohm, hein, U égale RI, R est égal. Voilà, bon après vous faites la déduction, c'est pas très compliqué, c'est fractionnel, hein, vous le voyez, c'est une position fractionnelle tout simplement. Signification, mais c'est énorme, hein, c'est vraiment vrai quand on vous dit que vous faites 9 fois le poids de le corps. Ça veut dire qu'une personne qui ferait une masse de 80 kg sera multipliée fois tant et fera à peu près, si elle passe à 5 G, bah, elle fera 5 x 8, 40, 400 kg pendant à peu près 1 ou 2 secondes ou 3 secondes ou 4 secondes. Donc imaginez, vous faites 500 kg pendant 3-4 secondes, parce que c'est l'inertie plus la gravité plus l'accélération de votre avion qui fait que bah, vous ressentez, c'est un poids ressenti, c'est pas votre poids réel, mais c'est un poids ressenti suite à ces forces, à ces vecteurs. Et donc à partir de ce moment-là, vous comprenez pourquoi le pilote il souffle, hein, on l'entend bien qu'il souffle terriblement. D'ailleurs, ils ont une technique respiratoire, hein, il faut que bloquer votre respiration. En fait, il faut et ils jouent au niveau des abdominaux. Il faut savoir qu'ils ont des combinaisons anti-jet qui vont serrer donc les membres inférieurs, qui vont éviter à ce moment-là que le sang descende trop vite. Eh bien oui, parce que comme il y a la gravité, bah, votre sang descend beaucoup plus vite au niveau des membres inférieurs, ce qui fait qu'effectivement vous pouvez perdre connaissance. Comme votre cerveau n'est plus irrigué par le sang, c'est ce qu'on appelle le voile noir ou le voile blanc ou le voile gris. Je ne savais pas qu'il existait même le voile gris. Moi j'avais entendu parler du voile noir, du voile blanc, il me semble, mais le voile gris non. Et le pire c'est le gris, pareil, parce que là vous pouvez être semi-comateux pendant plusieurs secondes et ça peut être extrêmement, imaginez lors d'une démonstration en vol, vous faites un voile gris. Là ça peut être extrêmement dangereux. Surtout que vous n'êtes pas en pilotage automatique. Si vous êtes en pilotage automatique, bah voilà, ça va, mais c'est pas le cas en général quand vous faites ce genre de voile. Donc là, vous comprenez la condition physique d'un pilote. Donc un pilote, généralement, ils sont jeunes, leur retraite, ils le prennent, je sais pas, vous avez encore des pilotes à 50 ans de chasse, hein, ça existe, hein, bien sûr, mais c'est exceptionnel. Les pilotes, à 60 ans, ils arrêtent. Hein. Bon, 50 ans, oui, ils peuvent les dépasser. Et encore, je suis même pas sûr, il faudrait se renseigner. Les pilotes ne peuvent pas dépasser les 1,80 m, il faut le savoir, 1,80 m, je crois que le maximum c'est 1,85 m. Tout dépend des avions, ce qu'on appelle la hauteur de verrière, sinon votre tête touche et vous ne pouvez pas fermer la verrière de l'avion. Donc généralement, les pilotes ne sont pas grands, ils sont trapus, petits, et plus vous êtes petit, mieux c'est pour vous. Parce qu'en fait, vous allez prendre moins de jets, vous allez moins les ressentir. Alors qu'une personne qui est plus grande, eh ben, automatiquement, la charge, la masse va se répartir beaucoup plus au niveau de son corps et il va beaucoup plus souffrir. Hein. D'ailleurs, il y avait un pilote, je voyais, qui faisait de la démonstration, qui lui, en fait, disait, comme je suis grand, je suis obligé de compenser. Il est obligé de faire 2 fois plus d'activité physique, hein, parce qu'il fait ce qu'on appelle de la voltige aérienne. Alors, je peux vous dire que la voltige aérienne, c'est encore pire que l'avion de chasse, quasiment, parce que là, ils prennent des jets jusqu'à 10
10 jets, 11 jets, certains, voire plus. Là, vous dites, mais attendez, il n'y a pas de limite. Oui, bah, des fois, si, il y a des limites, mais parce que votre corps, voilà, il ne peut pas aller au-delà d'un certain point. Mais dans la voltige aérienne, les figures sont énormes, hein. C'est énorme. Là, vous avez des figures, mais vous pouvez même pas vous imaginer, mais vous pouvez pas les faire avec un avion de chasse, hein, d'ailleurs, ces figures-là. Mais la différence, c'est qu'un avion de chasse, il y a la vitesse. Vous allez plus vite avec un avion de chasse, tout simplement. Donc, bah, les forces ressenties sont plus fortes aussi. Voilà. Mais elles le sont aussi beaucoup avec un avion de voltige aérienne. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de montrer en ce dimanche après-midi. Hein, sur un petit peu les passions que j'ai eues. Il faut savoir que je m'étais renseigné, hein, pour passer ma licence d'avion. J'avais commencé, hein, à faire des cours de pilotage, et notamment la radiophonie. Vous apprenez tout ce qui est radio-balise. Alors ça, c'est c'est franchement languissant, la radio-balise en aviation. Voilà, tous les systèmes GPS, il faut savoir lire une carte avec les radiobalises, hein, dans un avion. Vous avez tout ce qui va connaître ce qu'on appelle l'instrumentalisation de l'avion, l'altimètre, l'assiette, l'accéléromètre, les paliers, voilà, le palonnier, comment ça fonctionne, etc. C'est extrêmement complexe, hein. Le manche à balai, hein, alors il peut être central, mais il peut être latéral, hein, le manche à balai, il faut le savoir. La poussée des gaz, la décompression des gaz. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le starter, comment on démarre un avion. Alors bon, un avion à hélice, c'est pas un avion de chasse, on est bien d'accord, hein. L'avion de chasse, c'est une poste de combustion. Donc sur un avion à hélice, bon, bah, il faut démarrer et puis laisser un peu chauffer. Vous devez vérifier, vous devez faire ce qu'on appelle un checklist avant tous les vols. Vous devez vérifier la météo, hein, c'est obligatoire. Tous les pilotes, avant de prendre l'avion, doivent vérifier la météo. Ça, c'est obligatoire, hein, voilà, c'est la première chose que vous devez apprendre quand on fait le pilotage. Alors moi, ça me plairait bien. Le problème, j'ai pas de voiture pour me déplacer vers un aéronef qui est à côté de chez moi. Mais je vous assure, ça me plairait beaucoup. Seulement, ça coûte très cher, hein, les heures de vol. C'est pas donné. Je sais plus c'est combien à l'heure, mais c'est pas donné du tout. Mais c'est un truc qui me plaît. Moi, je suis à l'aise dans un avion. Ça me pose aucun problème. Plus d'une fois, j'étais dans l'avion. Moi, ça me pose aucun problème. J'aime moins, c'est l'hélicoptère. Parce que l'hélicoptère, quand vous avez un accident avec un hélicoptère, il tombe comme une pierre. Alors généralement, vous y échappez pas, hein. L'accident d'hélicoptère, c'est mortel. L'avion aussi, évidemment. Mais vous avez une possibilité d'y réchapper. Même avec un petit avion, bah, vous pouvez toujours planer, essayer de vous poser sur une route, hein, même une route de campagne. On a vu des pilotes en détresse se poser sur des petites routes de campagne. Avec un hélicoptère, bah, je vous souhaite bon courage, hein. Voilà, donc l'hélicoptère, c'est très très particulier. Mais l'avion, ouais, ça m'a toujours plu. J'avais un copain d'ailleurs qui faisait du planeur, ouais, rien que du planeur d'ailleurs, hein. Sébastien, il s'appelle, super sympa. Il m'avait invité, j'ai pas pu venir malheureusement, j'ai eu un petit contretemps. Il avait tout prévu, il m'a dit ouais, je t'invite à venir faire un petit tour avec moi, on va faire du planeur. Et ça m'aurait plu énormément parce que l'avion, vous pouvez pas savoir la sensation de liberté que vous avez quand vous êtes dans l'air. À part les gens qui n'aiment pas l'air, hein, mais après, il y a des gens qui aiment le bateau. Mais moi, j'ai horreur du bateau. Vous me mettez sur un bateau, je vomis. Je vomis. Je ne supporte pas la houle. Par contre, le mal de l'air, aucun problème, hein, ça ne me dérange pas, le mal de l'air. Par contre, le mal de la mer, oui, je l'ai. Vous voyez, comme quoi on peut avoir le pied marin ou le pied aérien, hein, tout simplement, hein. Ou les ailes aériennes, si vous préférez. Moi, quand j'étais tout petit, j'ai toujours rêvé d'être pilote. Ma grand-mère me disait, toi, tu veux faire pilote ou avocat. Je crois que j'avais toujours eu cette deux vocations. Mais je ne sais pas si ni l'un ni l'autre, enfin, si l'un ou l'autre m'aurait réussi. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est la vie. Mais c'est vrai que ça me plairait bien. Franchement, quand je vois ça, franchement, c'est une sensation formidable. Alors bien sûr, là, on a bien compris qu'à ce niveau-là, non, si je fais du pilotage, c'est du pilotage pépère et tranquille, hein. C'est pas, voilà, je vais pas m'amuser à faire des vrilles, des machins. Voilà, là, il faut être qualifié pour ça. Vous comprenez bien, hein, vous avez entendu, hein, vous voyez, hein, il n'y a pas besoin de parler, il suffit d'écouter la respiration du pilote pour vous comprendre qu'il est en train de souffrir. Donc là, il faut avoir des conditions physiques hors normes. Il faut avoir un très bon cœur, il faut avoir une psychologie très équilibrée pour être un pilote de chasse. On ne prend pas n'importe qui, hein. Vous savez que la sélection, elle est extrêmement sévère, hein, dans la chasse, hein. Voilà, donc ben big up à eux, hein, parce qu'il faut le faire quand même. Alors après, on pourra dire, oui, mais tout ça, c'est pas terrible, hein, sur le plan philosophique. Oui, mais c'est la guerre, oui, mais bah, il faut se protéger, hein. Quelquefois, vous avez un ennemi, bah, hein, on est obligé d'avoir des armées, c'est comme ça pour le moment. Peut-être dans 1000 ans ou 2000 ans, peut-être, je sais pas, on aura moins besoin de la guerre, j'en sais rien. En tout cas, maintenant, il faut se défendre, hein, contre un ennemi aussi qui serait improbable, hein, pourquoi pas. Même un ennemi qui viendrait d'ailleurs, on n'en sait strictement rien, et là, on serait bien content peut-être d'unir nos forces, hein. Donc voilà, voilà où on est
est effectivement l'aviation aujourd'hui. Facteur de charge, vous voyez, vertical en virage symétrique. Donc tout ça, c'est de la physique. Hein. Voilà. Inclinaison infinie. Et là, c'est dommage qu'ils ne donnent pas plutôt l'exemple du nombre, la différence que vous ressentez, en fait. Mais il y avait un pilote qui en parle, hein, vous pouvez le vérifier. Hein. Ils le disent, qu'ils ressentent cette sensation. On le voit bien, même sa manière de respirer, c'est qu'il ressent la pression. Hein, il ressent une pression énorme sur lui par l'accélération, tout simplement. Hein. Surtout quand vous êtes en vol donc tout à fait linéaire, et puis d'un seul coup vous faites un virage à 90 degrés, 45 degrés, vous imaginez la déportation, le corps qui subit, même si votre cabine elle est plus ou moins pressurisée, vous subissez quand même l'accélération, que vous le vouliez ou non. Voilà. Donc c'est là qu'on voit que c'est un véritable exploit de faire un tel exercice. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était une vidéo récréative, une vidéo pour un petit peu voir autre chose que ce que l'on voit aujourd'hui, bien sûr. C'est intéressant, moi j'ai toujours dit, ma chaîne c'est un petit peu de tout, j'aime bien parler un petit peu, je suis curieux de tout, et puis ça me permet aussi de pouvoir rencontrer des gens qui sont curieux de ces mêmes sujets, et de me donner des compléments d'informations et me dire même si je me suis trompé, au contraire c'est même très très bien, parce qu'on peut faire des erreurs, moi je ne suis pas pilote, je vous l'ai dit, mais j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de la simulation de vol. Oui, alors il y a des très bons outils, ceci dit, par exemple j'avais Flight Simulator, qui est un simulateur de vol, j'en ai un autre là, je ne sais plus comment, je ne me rappelle plus de son nom, qui est pas mal d'ailleurs, mais Flight Simulator, le dernier là qui est sorti 2020, il est formidable. Il est magnifique, je vous assure, vous avez des paysages, mais vous avez l'impression d'être dans un véritable avion. La seule différence, c'est que vous n'allez pas ressentir les facteurs de jet, vous n'allez pas ressentir les phénomènes physiques. Mais vous allez pouvoir avoir aujourd'hui, il faut le savoir que si vous voulez faire de la simulation de vol par ordinateur, vous avez le manche à balai, vous avez tout. Vous avez tout un équipement. Il faut vraiment, et c'est pas facile au début, et vous pilotez vraiment votre avion. Mais vous le simulez en fait, c'est une simulation. Et c'est très intéressant parce que même les pilotes que vous voyez, les pilotes de chasse, ils s'entraînent en simulateur. Alors évidemment, c'est des simulateurs avec des vérins généralement, donc ils ressentent quand même un peu plus les phénomènes physiques. Mais pas tant que ça. Le vrai phénomène physique, c'est quand vous êtes vraiment dans l'avion du coup. Mais voilà, c'est une manière pour eux de s'entraîner, de garder l'entraînement. D'ailleurs, il y a une chaîne que je vous conseille, c'est Arte, c'est AT, pardon, je crois qu'il s'appelle AT, c'est A-T-H-E, je crois quelque chose comme ça, qui est un pilote de chasse de Rafale et qui pourrait évidemment mieux vous expliquer que moi tout ça, parce que là, du coup, vous avez un professionnel. Je vous conseille, j'essaierai de vous mettre le lien de sa chaîne AT, j'aime beaucoup AT, ce qu'il fait, c'est assez sympa. Bon alors après on n'aime pas les avions, je peux bien comprendre que ceux qui n'aiment pas les avions, ça les intéresse pas, c'est tout à fait normal. C'est comme moi, vous allez me parler des bateaux, c'est pas mon truc. Je suis pas attiré par les bateaux, c'est marrant. D'ailleurs, quand j'étais petit, je faisais jamais des maquettes. J'ai dû faire une fois une maquette de bateau, et encore j'en suis même une toute petite caravelle, il me semble. Ça m'intéressait pas. Par contre, les avions, oui. Ah, les avions, c'était tout le temps des avions. De temps en temps, des chars, ça pouvait arriver. Mais les avions, oui, j'ai fait le F-15, le F-16. Je dois avoir même des maquettes qui traînent, je les montre un jour. Mais c'est superbe. Ah oui, c'est prodigieux. Ah oui, c'est prodigieux. Ça demande beaucoup de patience de faire des maquettes. Bah non, j'ai plus cette patience quand j'étais petit. Bah, j'avais un peu plus cette patience, ça m'aidait un petit peu par rapport à ma TDAH, ça m'aidait justement à me calmer un peu. Ce qui n'est pas évident avec moi, vous le voyez, je saute du coq à l'âne, c'est pas facile du tout. Des fois, on n'arrive pas à me suivre, je suis un véritable Scooby-Doo. J'y peux rien, je suis comme ça, c'est pas croyez-moi, je le fais pas exprès. Et donc, voilà, j'avais envie de vous montrer cette vidéo. Je suis très très bavard, comme d'habitude, parce que je suis toujours passionné. Quand je suis passionné par quelque chose, je suis entier dedans. Je suis à 100%, à 200% même, quelquefois. Et donc, j'apprends très vite. Comme ça me passionne, j'apprends très très vite. Les avions, j'ai appris très vite comment fonctionnent les avions, etc. Je connais pas tout, mais comment, effectivement, je pourrais vous parler du TBA, du THA, la très basse altitude, la très haute altitude, la vitesse subsonique, la vitesse supersonique. Quand il est passé par mon ralenti, vous l'avez vu tout à l'heure, ça s'appelle la vitesse subsonique, c'est la vitesse de présentation. Quand il fait sa présentation publique, ça s'appelle une vitesse subsonique. Et quand il va aller beaucoup plus vite, il va passer en supersonique. Et même aujourd'hui, il y a des vols hypersoniques. Ça commence à venir de plus en plus. Ils sont intéressés. Alors là, ça serait des vols stratosphériques pour aller beaucoup plus vite. Par exemple, vous pourrez faire avec des avions. C'est pas vraiment des avions, c'est plus des espèces de fusées, si vous voulez, stratosphériques qui permettraient effectivement
justement d'atteindre des vitesses hypersoniques, hein. On n'est plus dans le supersonique, on est au-dessus, qu'on appelle l'hypersonique. Et là, évidemment, on pourrait rejoindre Paris-New York en une demi-heure, une heure. Oh, le Concorde à côté, ça serait rien du tout. Mais bon, voilà, c'est l'évolution de l'aviation. Puis demain, on aura des moteurs antigravité, on aura je ne sais quoi, hein, des moteurs plasma, parce que le kérosène, bah, ça pue, ça brûle, ça consomme aussi, voilà, ça pollue un peu quand même, hein, faut pas non plus l'oublier. Ça fait du bruit, hein, c'est quand vous êtes lors, moi je sais que j'ai eu l'occasion d'aller au Bourget à plusieurs reprises quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'y allais avec mon père, il aimait beaucoup. Même quelquefois, je vous assure, c'est pas une blague, hein. Quand on voyait les avions en démonstration, on a pris des coups de soleil. L'avion nous a donné un coup de soleil. Le turboréacteur est tellement puissant qu'il a fini par nous. Moi, je dis, mais regarde, papy, je suis rouge. Ah bah, t'as pris un coup de soleil à cause du réacteur. Non, non, c'est extrêmement impressionnant, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez des panneaux, hein, triangulaires. Ne restez pas à l'arrière, hein. Ah, parce que vous êtes pulvérisé, hein. Ah, vous êtes grillé comme une saucisse, hein. Ah, ça, c'est clair et net, hein. Donc, bah oui, il y a de la poussée derrière, hein, forcément, hein. Et donc, puis de la chaleur, beaucoup de chaleur. Et donc, oui, voilà, c'est pour ça que les tuyères sont en titane, hein. Elles sont faites en titane, souvent les tuyères, hein. C'est pas pour rien qu'on les fait en titane, hein. Donc, voilà, les avions, oui, ça a toujours été ma passion, hein. Je vous avoue que j'ai toujours aimé les avions. C'est un truc, bien sûr, hein, pas ceux qui nous largent des trucs, là, bon, ça, c'est un autre sujet, on est bien d'accord. Mais les avions, ouais, c'est. Waouh. Certains diront, ouais, mais ça pollue, oui, ceci. Mais ça pollue pas plus que des porte-containers, hein, qui sont capables de polluer l'équivalent de 6 milliards de voitures. Enfin, c'est complètement fou, quoi, vous voyez. Donc, oui, l'avion, ça pollue, bien sûr. Mais aujourd'hui, on arrive aux avions électriques, on arrive aux avions hydrogène. Donc, voilà, on a là, eu un avion, là, par exemple. On va arriver de plus en plus vers des technologies plus propres. Voilà, c'est comme ça. Mais on est bien content. On peut critiquer l'avion, mais croyez-moi, quand je suis parti en voyage aux États-Unis, j'ai mis. Même 8, 9 heures, 10 heures, ce qui est énorme, hein, c'est énorme. Et ben oui, mais j'aurais mis combien de temps en bateau? Vous imaginez, pour faire Paris-Los Angeles? Voilà, il faut être un peu. Il faut savoir vivre avec son temps intelligemment. Voilà. Les probabilités aussi d'accident d'avion sont beaucoup peu probables que d'attraper un accident de voiture ou un accident. Alors enlevez ça de votre tête, hein, il y a plus de probabilités d'attraper un accident de voiture, un accident de trottinette et même un accident chez soi qu'en avion. Ah, il faut le savoir, hein, les avions s'écrasent pas toutes les 2 secondes, hein, d'accord? Voilà, oui, évidemment, quand ça s'écrase, ça fait beaucoup de victimes, hein. S'il est rempli, forcément, ça fait beaucoup de victimes. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, j'ai plus rien à rajouter, et puis je vous dis bah, peut-être à demain. En tout cas, si je vous dis pas demain, bah, je vous souhaite une bonne semaine, et puis bah, je vais beaucoup mieux, en fait, hein, par rapport à mercredi. Je vous remercie beaucoup de tous vos encouragements. Je voulais dire merci à une personne qui m'a conseillé la distillation, je ne sais plus comment elle s'appelle. Un grand merci à elle parce que j'y avais pas pensé et je remercie cette personne. Vous voyez comme quoi on a toujours besoin des autres, hein. Il faut arrêter de penser qu'on détient la science infuse, qu'on connaît tout, qu'on sait tout. Non, non, il faut apprendre à avoir, comme disait ce grand philosophe, je ne sais plus si c'est Pascal ou je ne sais plus quel philosophe qui disait je sais que je ne sais pas. Voilà, donc il faut apprendre toujours dans la vie, hein. C'est comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.